Il y a quelques jours, on a dépassé les 10 000 abonnements. Merci. Donc pour l'occasion, on va faire une foire aux questions. Vous m'avez posé des questions, plein de questions, 10 questions, donc autant dire que je suis un peu une célébrité. Et aujourd'hui, on va y répondre. On va d'abord faire les questions un peu perso, ensuite on va passer sur les trucs plus généraux, sur le capitalisme et tout ce genre de choses. Et à la fin de la vidéo, on va faire un petit point sur ce qui est prévu pour la chaîne dans les prochains mois. Que faisais-tu en études et en travail avant de créer cette magnifique chaîne YouTube? Merci pour les compliments sur cette chaîne YouTube qui est effectivement magnifique. Alors, à différents niveaux de diplôme, j'ai fait de la sociologie, de la science politique et de l'histoire. Le tout à l'université publique, où mes enseignants et mes enseignantes ont réussi à dispenser un enseignement de qualité, malgré les coupes budgétaires, malgré les conditions de travail de plus en plus compliquées, et malgré les trous dans les plafonds des amphis, ce qui fait que quand il pleut à l'extérieur, il pleut aussi à l'intérieur de nos cœurs. Niveau travail, j'ai été chargé de mission dans une collectivité territoriale. Les collectivités territoriales, c'est les villes, les départements, les régions, etc. Globalement, c'était de la merde, sauf le salaire. C'était un bon salaire qui m'a permis d'acheter le petit matériel qui me permet de vous parler à travers l'écran et d'une certaine manière à travers le temps et l'espace. Donc c'était un point plutôt positif. Et aussi, j'aimais bien mon titre. C'était un titre à rallonge, où il y avait genre 12 mots dedans, ça voulait absolument rien dire, et du coup c'était une assez bonne illustration de l'utilité de mon poste, c'est-à-dire totalement vide de sens. Je servais à rien, quoi. Ah, j'exagère un peu, c'est pas vrai. En réalité, mon poste avait une importance absolument cruciale, qui était de permettre au MEDEF, le syndicat patronal, de faire des choses à la collectivité territoriale pour laquelle je travaillais, et de faire passer ces décisions pour des décisions démocratiques qui avaient été suggérées et prises par des citoyens lambda. Ce qui nous permet de boucler la boucle, c'était de la merde. Par contre, c'était intéressant pour voir en direct la manière dont concrètement, sur le terrain, au quotidien, on détruit un service public. C'est triste, mais c'était intéressant. Et là, en ce moment, je travaille dans le secteur éducatif. Comment t'es-tu formé à faire ce que tu fais? Via un parcours universitaire, une formation militante ou autre? Pour la partie recherche, c'est-à-dire collecter les informations, les traiter, les digérer, les hiérarchiser, etc., c'est à 200% la fac. Pour la partie information en elle-même, c'est-à-dire les mécanismes du capitalisme qu'on voit dans les vidéos, etc., c'est la formation militante. Et pour ce qui est de structurer ces informations et les recracher de manière à les rendre limpides ou en tout cas compréhensibles, c'est donner des cours, en particulier donner des cours à des enfants. Les gamins, ils sont vachement mignons, mais par contre, ils comprennent tout de travers. Donc, l'objectif quand on enseigne à des petits, en tout cas mon objectif, c'est premièrement de réussir à organiser les idées pour qu'elles puissent découler les unes des autres de la manière la plus logique possible. Et deuxièmement, c'est de réussir à formuler ces idées de manière à délimiter un cadre qui restreint beaucoup les interprétations possibles de ce qu'on raconte, mais qui en même temps laisse suffisamment d'espace aux gamins pour qu'ils puissent quand même interpréter le truc à leur sauce. Et l'objectif de tout ça, c'est qu'ils s'approprient l'information, donc qu'ils aient pas à la prendre par cœur bêtement, mais surtout qu'ils la comprennent. Et je crois que cette manière de faire, elle se retrouve pas mal dans les vidéos, ou en tout cas, j'essaie de faire en sorte qu'elle se retrouve dedans, parce que je pense que c'est la bonne manière de faire. Pour le montage, et aussi pour la partie rédaction d'un script et interprétation, performance face à la caméra, j'ai appris en faisant. La petite série sur Aliéné, là, c'était la première fois que j'ouvrais un logiciel de montage, ce qui n'est pas tout à fait vrai, c'était en réalité la deuxième fois. La première fois, c'était... Bref, j'ai appris les toutes petites bases du montage en faisant la série sur Aliéné. C'était vraiment le bac à sable. J'ai pu me familiariser avec les outils, notamment le logiciel et puis caméra et micro, parce que je n'en avais jamais tenu entre les mains avant. On se demande si c'est vraiment normal qu'un tiers des paysans soient au chômage. Et puis j'ai pu expérimenter ce que je voulais, sans la moindre peur de l'audience, étant donné qu'il n'y avait aucune audience. Donc zéro pression. Et d'ailleurs c'est pour ça que les 6 épisodes de la série sur Aliéné sont à chaque fois dans des formats différents. 1, 2, 3 sont en fond vert. Le 4, il est en animation. Le 5, il est en face cam. Et le 6, il est sur un format qui est aujourd'hui dominant sur la chaîne, bien que j'aimerais bien revenir au fond vert à un moment donné, qui est le format voix off sur images d'archives, etc. Le format un peu documentaire classique. Le but, c'était d'apprendre par la pratique à faire plein de trucs différents. Ceci dit, je partais quand même avec un énorme avantage, parce que moustique. Je l'ai pas eu.
Ceci dit, je partais quand même avec un énorme avantage, qui est que ça fait des siècles que je fais de la musique sur ordinateur. Et entre un logiciel de musique où on organise de l'audio dans le temps et un logiciel de montage où on organise de l'audio et de la vidéo dans le temps, c'est suffisamment proche pour qu'il y ait un paquet de savoir-faire qui se transmettent très facilement de l'un à l'autre. Et d'ailleurs, dans la série sur Aliendé, il y a, je crois, 4 musiques que j'ai faites exprès pour l'occasion. À la base, je voulais faire des musiques pour toutes les vidéos. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps. J'ai d'autres priorités et je crois que finalement, c'est mieux sans musique, les vidéos. Je sais pas, ça c'est à vous de me dire. Dites-moi dans les commentaires. Quel objectif te donnes-tu avec ta chaîne? Et une question un peu similaire, quel est ton objectif avec tes vidéos? C'est produire un contenu qui rende un peu plus compréhensible ce grand inconnu qu'est le capitalisme. Ça, c'est le truc général. Plus précisément, il y a 3 objectifs là-dedans. Premièrement, que ce soit abordable et intéressant pour des personnes qui ne sont pas du tout politisées. Deuxièmement, que les personnes qui sont déjà politisées y trouvent des cas concrets qui illustrent et montrent l'actualité de mécanismes qu'ils connaissent peut-être déjà. Par exemple, dans la vidéo sur la privatisation de l'eau au Chili, on voit une application concrète et actuelle de la concentration du capital, de l'impérialisme sous sa forme moderne, c'est-à-dire qui passe par les multinationales, par les organisations internationales, etc. Et puis le 3e objectif, c'est que ces vidéos puissent servir d'illustration, de support au travail de formation militante dans des organisations politiques. J'ai eu quelques retours de personnes qui utilisent mes vidéos de cette manière-là, et c'est trop cool. As-tu le sentiment que tu es en bonne voie? Oui. Mets-tu en place d'autres actions pour atteindre cet objectif? Oui. Si oui, lesquelles? Oui. Quelles sont les choses qui pourraient t'aider? Ne plus avoir besoin de dormir, et sinon, vivre entre 300 et 400 ans, j'accepte 250. Allez. Est-ce que tu as des projets différents en perspective sur le même registre? Oui, déjà, je veux faire plus et mieux sur cette chaîne, ce qui implique de développer des nouveaux formats, mais j'en parlerai quand ce sera un peu plus concret parce que pour l'instant, c'est que là-dedans. Je veux aussi expérimenter sur d'autres supports que le support vidéo, c'est pour ça que je suis super content de faire les chroniques radio sur Cause Commune, cause-commune.fm. J'ai un autre truc un peu particulier en cours de préparation, mais on en reparlera si ça se fait, parce que pour l'instant c'est pas certain. Et puis j'aimerais bien écrire, parce que je me retrouve régulièrement avec des sujets qui nécessitent pas forcément d'en faire une vidéo, mais qui mériteraient qu'on en parle quand même. Donc, amis qui travaillent dans des médias alternatifs et indépendants, je suis ouvert à toute proposition. Est-ce que tu as des conseils de vidéos, de lecture et de sources d'informations? Pour les vidéos, je vais mettre partout autour de moi, je vais me faire submerger de chaînes de gauche que je regarde en mangeant mon goûter lorsque je rentre du travail. Vous pouvez vous abonner à toutes ces chaînes, c'est de la qualité. Pour les conseils de lecture, en truc récent, comme c'est les 150 ans de la commune, bougez pas. C'est un anniversaire important. Du coup, L'imaginaire de la commune de Christine Ross, c'est un super bouquin qui parle de l'impact qu'a eu la commune sur ses participants, et pas que, en matière d'art, de littérature, etc. L'imaginaire que la commune a développé. Et puis, Par la volonté du peuple, de Timothy Tackett, qui est sous-titré « Comment les députés de 1789 sont devenus révolutionnaires ». C'est un bouquin sur la Révolution française, 1789, en particulier sur les députés des États généraux, et ça se penche sur vraiment l'expérience subjective des acteurs et des témoins de la Révolution française, comment les députés du tiers-État, ils ont vécu le fait de se retrouver face à des députés de la noblesse, la manière dont ils ont perçu leur manière d'être, leur manière de parler, etc. Et puis le matériau de base que Timothy Tackett utilise, c'est les correspondances privées des députés. C'est les lettres qu'ils envoyaient à leurs femmes, à leur village, etc. Ça donne une perspective qui est totalement différente, qui est vachement plus touchante de grands événements qu'on connaît un peu par cœur. Par exemple, sur la nuit du 4 août, la nuit où les députés votent l'abolition des privilèges, donc en gros la fin du système de caste qu'il y avait en France depuis je sais pas combien de siècles. C'est un peu un accident, enfin pas un accident, mais en tout cas c'est pas prévu. C'est pas le fruit d'une grande réflexion. À ce moment-là, ça faisait des jours et des jours que les types siégeaient à l'Assemblée. Ils étaient claqués. Il y avait une ambiance vachement bizarre parce que c'était un peu le bordel à Paris. Et du coup, tout le monde était entre de la peur, de l'angoisse et de la parano totale. Et il est 1h du matin, 2h du matin.
Il y a un type qui propose un amendement qui est un peu plus radical que les autres. Ça passe, alors du coup les esprits s'échauffent, ils proposent des trucs de plus en plus radicaux, ils proposent de voter l'abolition des privilèges, et puis c'est voté, ça passe, et puis ils vont se coucher, et dans les lettres qu'ils envoient à leurs femmes, à leur village, etc., pour décrire ce qu'ils ont fait, et ce qu'ils ont vécu, ils décrivent des émotions qui sont ultra vivantes par rapport à... Enfin, on sort totalement des livres d'histoire un peu froids, avec des dates et des noms, etc., et on se retrouve face à... on voit vraiment ce que ressentent des gens qui prennent conscience qu'ils sont en train d'écrire l'histoire. Et c'est super cool. C'est vraiment génial. Ce bouquin, il est top. Du coup, Par la volonté du peuple de Timothy Taquet et L'imaginaire de la commune de Christine Ross. C'est mes 2 recommandations de lecture d'aujourd'hui. T'es vraiment très fort. Merci. Je suis aussi très musclé, très intelligent et bien proportionné. Et sinon, dans la vie, politiquement, tu te situes où? T'es marxiste-léniniste, anarcho-communiste? Et c'est ainsi que se termine la partie sur les questions personnelles. On va maintenant passer aux questions générales, mais je vois qu'il est 6h14 du matin, ça explique pourquoi je suis un petit peu fatigué, donc je vais vous souhaiter une bonne nuit, je vais aller dormir et on reprend tout ça demain matin. Au revoir. Alors, le capitalisme. Il est 17h53, c'est le matin, on a une bonne journée en perspective devant nous, et je suis en forme. Fais péter les questions, Marcel. C'est parti. Considères-tu que le fascisme a 4 phases? Alors, c'est une erreur qui est très répandue, mais en réalité, le fascisme, il a entre 13 et 14 phases, suivant si c'est un fascisme du Nord ou un fascisme du Sud. Autrement dit, suivant comment on est tourné, ça change tout. Non, en vrai, je sais pas du tout à quoi ça fait référence, cette histoire de phase. Attendez. Ok, donc apparemment, les 4 phases du fascisme, c'est un truc de Pierre Milza, qui est un historien spécialiste de l'histoire contemporaine. Il est très connu, en particulier pour son Histoire du XXe siècle, avec Serge Bernstein, qui est un autre historien. C'est très bien comme bouquin pour avoir une vision globale de un peu tout ce qui s'est passé au XXe siècle. Par contre, c'est une histoire un peu froide. À telle date, il s'est passé tel événement, et à mes yeux, un peu mécanique. Tel événement va déclencher tel autre événement, qui va déclencher tel autre événement, etc. Et sans connaître son truc sur le fascisme, cette idée de 4 phases qui s'enchaînent, elle a l'air quand même, à première vue, d'être dans cette vision un peu mécanique de l'histoire. Ceci dit, c'est la première fois que j'en entends parler, donc en vrai, j'en sais rien. Et du coup, je peux pas m'exprimer beaucoup plus que ça sur le sujet. Désolé. Si t'en as vraiment dans le slip, un jour, tu fais une chronique sur les bienfaits du capitalisme. Alors, malgré lui, ce monsieur pose une question qui est très intéressante. Il y a plein de bienfaits du capitalisme. Sur plein d'aspects, le capitalisme est un énorme progrès par rapport au mode de production qu'il y avait avant lui, qui était le féodalisme. Pas sur tous les aspects, par exemple, je suis pas un expert, mais il me semble que les femmes ont quand même pas mal perdu au change, mais sur d'autres aspects, d'autres dimensions, etc., le capitalisme est une énorme progression par rapport au système précédent, le féodalisme. Par contre, il y a 3 nuances qui sont absolument indispensables. La première, c'est qu'un bienfait du capitalisme à un endroit implique généralement énormément de malheur à un autre endroit. Le capitalisme, c'est un système qui repose sur de l'exploitation. Si vous n'êtes pas exploité, vous bénéficiez de l'exploitation de quelqu'un d'autre, et même parmi les personnes qui sont exploitées, il y en a certains qui bénéficient de l'exploitation d'autres exploités. Par exemple, le fait que dans les pays au centre du capitalisme, donc chez nous, le niveau de vie moyen est ce qu'il est, c'est entièrement dû à l'exploitation des pays en périphérie du capitalisme par nos pays, que ce soit à l'époque par la colonisation ou aujourd'hui par les milliards de petits mécanismes que nos pays mettent en place pour continuer à dominer et à exploiter les pays en périphérie sans imposer officiellement leur autorité sur eux. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle l'impérialisme, qui est une notion qu'on a abordée dans plein de vidéos sur la chaîne. Celle-ci.
La deuxième nuance, c'est que les bienfaits du capitalisme ne sont pas forcément exclusifs au capitalisme. Par exemple, on lit beaucoup capitalisme et progrès technologique, en disant que la recherche du profit, c'est le meilleur moteur pour l'innovation, etc. C'est faux. C'est faux parce que dans le capitalisme, l'innovation n'est qu'un moyen pour atteindre la recherche du profit. Ce qui veut dire que si l'innovation n'est pas rentable, on ne va pas innover. Et quand on innove, on ne va pas innover dans la direction de ce qui va être le plus utile socialement, pour la société, pour les individus, etc. Mais dans la direction de ce qui est le plus rentable. Y compris quand ce qui est le plus rentable, c'est de innover sur des trucs qui sont des moyens de destruction. Le meilleur endroit pour voir ça en action, c'est la médecine. Dans le capitalisme, la recherche est orientée suivant les perspectives de profit qu'on prévoit. Ce qui veut dire que l'innovation et la distribution des bienfaits de l'innovation s'arrêtent lorsque les patients ne sont plus assez nombreux ou pas assez riches pour dégager des profits. C'est pour ça qu'on continue à mourir massivement de VIH en Afrique alors qu'on le traite vraiment de mieux en mieux dans les pays au centre du capitalisme. À l'inverse, dans un système qui lie la production et donc l'innovation non pas à la recherche de profit, mais à la recherche de l'utilité sociale, du bien commun. Dans un système pareil, non seulement l'innovation monte très vite, mais en plus et surtout, ces bienfaits bénéficient à tout le monde. La troisième et la dernière nuance, c'est une grande loi de l'histoire. Ce qui vient après est toujours le fruit de ce qui était là avant. Le système, le mode de production qui remplacera le capitalisme, va l'utiliser comme fondation, de la même manière que le capitalisme a utilisé comme fondation le système précédent, le féodalisme. Par exemple, un mécanisme spécifique au capitalisme, c'est le fait qu'au plus on avance, au plus il y a de gigantesques boîtes qui apparaissent. Au plus les marchés sont dominés par des monopoles. Typiquement Amazon, qui a réduit à la faillite des dizaines de milliers de petites boîtes et qui continuera à grossir. Ça, c'est terrifiant, ça conduit à des conditions de travail absolument déplorables pour les salariés d'Amazon, ça conduit à la faillite de milliers et de milliers de petites entreprises, mais les grandes structures qu'Amazon met en place dans sa course au profit, les réseaux d'entrepôts, les logiciels qui permettent d'assurer la distribution de produits partout autour du monde, la plateforme Amazon.com en elle-même qui met en place hyper efficacement des millions de personnes et des millions de produits. Une fois qu'on aura mis un terme à l'exploitation des travailleurs-travailleuses, ces gigantesques structures, ces moyens de production seront cruciaux pour permettre au système qui succédera au capitalisme d'être enfin une société d'abondance où chacun recevra selon ses besoins. Pour le dire plus simplement, et je sais que ça sonne totalement contre-intuitif et c'est même choquant, mais Amazon, ou en tout cas les structures qu'elle met en place dans sa course effrénée et meurtrière au profit, ces structures-là seront probablement amenées à devenir l'un des services publics les plus importants de l'histoire de l'humanité, une fois qu'on aura mis un terme au capitalisme. Bref, des bienfaits du capitalisme, il y en a plein, mais il faut jamais oublier au moins 3 choses. C'est que premièrement, ces bienfaits ne sont pas forcément exclusifs au capitalisme. Deuxièmement, qu'un bienfait ici, ça peut être, et c'est souvent le cas, un malheur ailleurs. Et troisièmement, qu'un malheur aujourd'hui, ça peut permettre un bienfait demain. As-tu un avis sur les systèmes qui pourraient remplacer le capitalisme? Peux-tu faire des vidéos sur ces alternatives? Oui, j'ai un avis là-dessus, et évidemment, c'est le bon avis. J'ai raison. Mais c'est pas l'objet de mon travail sur cette chaîne. Ces alternatives, elles sont pas censées être conçues par le haut. Ce serait bien si on faisait ça, il y a qu'à faire ça, mais par le bas. C'est-à-dire, quelle est la situation ici et maintenant, et qu'est-ce que cette situation nous apprend sur ce qu'on peut faire et sur comment on peut le faire. Et cette situation, c'est quoi? C'est la manière dont le capitalisme fonctionne aujourd'hui, et c'est la place que notre pays occupe dedans. Je pense qu'on fait pas assez ce travail-là. Je veux participer à ce qu'on le fasse plus. Et c'est la raison pour laquelle cette chaîne, c'est pas une chaîne sur le socialisme, sur l'anarchisme ou sur une quelconque alternative, c'est une chaîne sur le capitalisme. Ça veut pas dire qu'on peut pas en parler, hein. J'ai ouvert la chaîne par une série sur l'expérience socialiste du Chili d'Allende, mais c'est pas l'objet principal du travail, en tout cas pour l'instant. Est-ce que ça te dirait de faire une vidéo sur les mouvements sociaux en Afrique? Oui. Oui. Malheureusement, en bon François, je connais très mal l'Afrique, en particulier subsaharienne, mais oui, il y aurait énormément de choses à dire sur le Mali, en particulier avec l'opération Barkhane, que la France mène là-bas depuis quelques années, mais ça demanderait beaucoup de travail quand même pour pas dire de conneries. Sinon, j'aimerais bien enfin bosser mon Thomas Sankara, que je connais pas assez du tout. Sankara, c'était le leader d'une révolution au Burkina Faso en 1983. C'était une révolution socialiste, anti-impérialiste, vraiment la totale. La France ne comprend pas l'Afrique. Et il est grand temps qu'elle la comprenne. Il faut cesser de voir l'Afrique comme un réservoir, il faut cesser de voir l'Afrique comme une masse de manœuvre qui doit suivre
Il faut voir l'Afrique majeure, il faut voir les masses populaires qui prennent conscience de leurs intérêts, qui revendiquent légitimement. La France est pour nous un pays qui a colonisé notre patrie, qui de ce fait-là a la responsabilité de la politique coloniale et néocoloniale dans notre pays. Et la France, sur ce point, doit comprendre que nous nous acharnerons à combattre le colonialisme et le néocolonialisme. Les femmes voltaïques nous posent un grand problème parce que leur libération n'est pas facile. Elles sont aujourd'hui dominées par des hommes eux-mêmes dominés. Donc elles sont doublement dominées. L'impérialisme domine le voltaïque. Et l'homme voltaïque va dominer la femme voltaïque. Nous voulons responsabiliser la femme voltaïque, d'abord en commençant par sa libération. La libérer de la domination féodale de l'homme. Pour nous, notre révolution ne peut triompher, ne peut réussir et avoir un sens que si les autres peuples, eux aussi, luttent à se débarrasser des maux que nous combattons. Qui sont les ennemis de l'Afrique? Qui sont les alliés de l'Afrique? Quelle idéologie pour l'Afrique? Il faut la révolution. Et il y aura la révolution en Afrique. Et surtout, il faut qu'il y ait l'unité africaine. Il est renversé et il est assassiné dans un coup d'État en 1987. L'Afrique, à nouveau secouée par le démon du coup d'État. La nouvelle a été confirmée ce matin à Ouagadougou. Thomas Sankara, ancien chef d'État du Burkina Faso, l'ancienne Haute-Volta, a été tué hier lors de l'attaque du palais présidentiel. Thomas Sankara, un président pas tout à fait comme les autres, qui s'était fait quelques ennemis, il faut le dire. Coup d'État qui remet en place un régime favorable à l'ancienne puissance coloniale et à l'actuelle puissance impérialiste qui domine le Burkina Faso, c'est-à-dire la France. Sankara, ça dure 4 ans, donc c'est une période assez courte. Ça pourrait être l'occasion d'une petite série comme celle sur Allende. Pourquoi pas? Mais ça demanderait beaucoup de travail de recherche. Allende, ça avait demandé 2 mois de travail de recherche complet. Ça me dirait bien. Mais si ça se fait à un moment donné, c'est pas pour de suite. En attendant, si vous avez des ressources sur le sujet, que ce soit des bouquins, des podcasts, des vidéos, des auteurs-autrices, de la littérature, de la poésie, de la chanson, ce que vous voulez, je suis carrément preneur. Donc allez-y, vous pouvez bombarder dans les commentaires. Je vais tout lire avec attention. Merci. Dernière question, est-ce que tu comptes mettre en place un moyen de transfert de capital pour qu'on puisse faire en sorte que ça dure, ou est-ce que tu vois la chaîne comme un hobby? À la base, quand j'ai fait la petite série sur Allende, c'était une expérience. Je voulais voir si j'arrivais à faire un truc intéressant, dans un format qui est sous-utilisé à gauche, et au passage, je voulais apprendre les bases du montage. Mais repérer un contenu qui manque, c'est une chose, pouvoir le produire, c'en est une autre. Maintenant, on est quasiment 2 ans plus tard, et il n'y a plus aucun doute, en tout cas pour moi, je sais que j'aime faire ce travail, je sais que je fais bien ce travail, et je sais que je veux et que je peux faire plus et mieux. Il y a plein de sujets que je veux aborder, il y a plein de nouveaux formats que je veux mettre en place à un moment donné ou à un autre. Je veux ne plus travailler seul sur ce truc. Bref, je crois qu'on tient un bon début, mais qu'il y a moyen de faire 1000 fois plus et 1000 fois mieux. Le problème, c'est que là, aujourd'hui, entre les vidéos, les chroniques radio toutes les 2 semaines et le temps de travail salarié, honnêtement, je suis un peu à mon maximum. Et ça fait quelques mois que je suis un peu à mon maximum, donc c'est pas ouf. D'où les cernes permanentes et cette dégaine de type fatigué. C'est parce que je suis fatigué. Vraiment. Donc, effectivement, ta question tombe à pic. Merci de l'avoir posée. J'ai ouvert tout à l'heure une page sur Tipeee.com qui est une plateforme de dons pour des personnes qui font du contenu audiovisuel. En gros, l'objectif, c'est de pouvoir diminuer le temps de travail salarié et consacrer ce temps à développer la chaîne. Et à terme, pourquoi pas, ce serait de plus travailler seul sur cette chaîne, c'est-à-dire passer d'une équipe de 1 à une équipe de 2. Du coup, le but, c'est moins de continuer à faire ce que je fais déjà, mais plutôt de pouvoir développer en quantité, en qualité, en type de contenu, etc. Toutes les informations sont sur la page Tipeee, vous avez un lien que je vais mettre dans la description, et s'il y a la moindre question là-dessus, vous la posez dans les commentaires, et puis j'y répondrai le plus vite possible. Merci. Fini les questions, petit point rapide sur ce qui est prévu pour la chaîne dans les prochains mois. Ça, c'est les chroniques radio qu'on a fait jusqu'à présent. En vert, vous avez celles qu'on a déjà sorties en vidéo. En rouge, vous avez celles qui vont jamais sortir en vidéo parce qu'elles sont pas ouf. En violet, il y en a une où j'hésite encore. Et en orange, c'est celles qui vont sortir à un moment donné.
en vidéo. Bref, c'est les prochaines vidéos sur la chaîne. On a un super double épisode en préparation sur la production de bananes. J'ai trop hâte de travailler dessus parce que je pense que ça va être de très bonnes vidéos. Sinon, j'aimerais bien faire des petits débriefs des vidéos sur Twitch, qui est une plateforme de vidéos en direct où on peut interagir avec l'audience. Et je pense que faire ça quelques jours après la sortie des nouvelles vidéos, ça peut être intéressant. Ça peut permettre de répondre aux questions en direct. Ça peut permettre de creuser un petit peu ce qu'on voit dans la vidéo, etc. Je suis pas tout à fait certain que mon ordinateur puisse supporter les lives, mais je vais faire des tests et puis je vous tiens au courant. Dans les prochains mois, j'aimerais aussi faire 2 choses. Premièrement, c'est que maintenant que j'ai un bon micro, ce serait de réenregistrer certaines vidéos, plus exactement celles-ci, qui sont en fait des vidéos en voix off. Et puis deuxièmement, et ça fait un moment que j'y réfléchis, j'aimerais réenregistrer les vidéos avec de la voix off en anglais, in English, parce que je pense que mon contenu pourrait plaire au YouTube anglophone et ma petite audience internationale est plutôt d'accord là-dessus, mais pas d'inquiétude pour vos notifications parce que je le ferai sur une chaîne dédiée, une autre chaîne parallèle. Et enfin, j'ai plusieurs nouveaux formats en tête. J'aimerais pouvoir aller sur le terrain pour pouvoir discuter avec des gens qui mènent des luttes locales et faire connaître un peu plus, un peu mieux le travail militant, par exemple. Et puis j'aimerais bien faire des entretiens à l'international avec des personnes qui luttent ailleurs, dans d'autres contextes, différemment. Je sais pas encore exactement quand ça va se faire, parce que ça va dépendre de plein de trucs, et notamment de la potentielle diminution du temps de travail salarié, mais c'est quelque chose qui va se faire à un moment donné. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de la FAQ, ça n'empêche pas de la continuer dans les commentaires. Si vous avez des questions supplémentaires, posez-les, et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux.